Salut Fred! Salut! J'aurais dû gager. C'est tout le temps de ta faute. Arrête de dire que c'est moi, tu me garages tout le temps en bas de l'autobus. Quand on s'est laissé, il me disait c'est ta faute. C'est tout le temps de ta faute. Ben oui, Vous êtes comme deux bonhommes qui non, chicanent tout le temps. Il nous rappelle que ça fonctionne, mais c'est de ma faute. Salut Fred, on est content de te parler, même si ça va être juste quelques minutes. Je ne vais pas lever pour rien, au moins. Et comme c'est écrit sur notre feuille, on va te souhaiter bonne année à ce moment-ci. Bon, ben bonne année, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, j'aurais aimé ça, si tu es à l'aise de le faire, d'abord, que tu me parles de cet homme que tu as côtoyé, qui est décédé dans les derniers jours, qui a collaboré à ton livre d'une certaine façon, qui a été un acteur de ton livre, ton petit dernier, ben, ton gros dernier. Tu parles de Denis Sedney. Oui. Oui, ça a été... comment je te dirais? Il t'a mis en contact au niveau de certaines personnes? Là? Non. Moi, j'ai... faire une histoire courte, Denis Sedney, c'était l'avocat le plus important d'Omar Khadr. OK. C'est un gars d'Edmonton qui connaissait pas Khadr pour 2 cents. Qui a vu passer cette histoire-là à l'époque, au début. C'est un gars qui est en pratique privée, là, tout seul, ou peut-être avec un partner, là, mais c'est pas un grand bureau, rien de ça. Et il a décidé de proposer ses services à la famille et à Khadr gratuitement. OK. Puis il est allé à Guantanamo. Ça a été très clairement un des premiers avocats à être capable de mettre les pieds là. Et il est devenu, ça, c'en était malsain, là. Ils ont développé quasiment une relation père-fils, lui puis Khadr, en quelque sorte. Et Khadr, qui filait pas, là, on peut comprendre, l'avait congédié à un moment donné dans une lettre super émotive. Il disait « T'es comme mon père, mais on peut plus continuer, blablabla », parce que Khadr était complètement désespéré, tu vois, genre. Ouais. Fait qu'écoute, c'est ça. Puis moi, Khadr est allé habiter chez lui après, à Edmonton. C'était la condition pour pouvoir le sortir de tôle au Canada. Écoute, il n'y a pas grand monde qui ferait ce que Denis Sedney a fait. Puis c'est un gars qui croyait beaucoup aux droits et libertés, à l'état de droit, aux libertés publiques. Puis il trouvait ça écœurant qu'on fasse subir ce sort-là illégalement à un enfant soldat, parce que c'est ça l'affaire. Tout ceci était illégal. La question, c'est pas de savoir si Khadr était terroriste ou pas. La question, c'est de savoir, y a-t-il quelque chose de légal là-dedans? Puis la réponse, c'était non. De H jusqu'à Z, il n'y a jamais eu de preuve que c'était Khadr qui avait tué quoi que ce soit. Puis on l'a accusé quand même. Bon, bref. Et puis moi, dans ce cadre-là, je l'avais rencontré à quelques reprises, une fois notamment de manière beaucoup plus étoffée. On avait mangé ensemble à Montréal. Et puis ça, c'était après comment je te dirais, après que Khadr soit sorti, okay. En 2018, si je fais pas erreur. Et puis là, je te jure, écoute, j'ai vu un gars complètement éteint, mais éteint. Là. C'est comme si je parlais je le dis pas méchamment, au grand contraire, là, mais c'est comme si je parlais à quelqu'un de déjà mort, en quelque sorte. Et le gars m'a raconté, quand il est allé à Guantanamo et tout, je peux même pas croire qu'on laisserait des animaux là-dedans. Il dit, je suis pas sûr que je vais m'en remettre un jour. Puis quand j'y parlais justement de mon projet, parce que il savait que je travaillais sur le livre sur Khadr et tout. Ouais. C'est pour ça qu'on se rencontrait. Il m'a dit, tu es vraiment sûr que tu veux faire ça? Là? Ouais. Ben oui, j'avais commencé et tout. Et là, j'ai vraiment compris l'année passée, là, quand mes fils se sont décrochés, là, la charge émotive de cette histoire-là. Puis lui, il l'a vécu. C'était pas l'avocat de Khadr aux États-Unis parce qu'il n'avait pas le droit, parce que c'est pas un avocat militaire. C'était son avocat au Canada, mais il essayait de l'accompagner le plus qu'il pouvait. Donc lui, il l'a vécu de manière beaucoup plus intense que moi, évidemment. Donc il t'avait mis en quelque sorte, il t'avait fait une mise en garde, en quelque sorte, de ce qui t'attendait si tu t'embarquais dans ce projet-là. Il dit, tu rentres à Guantanamo, ça me l'avait dit pratiquement mot pour mot, là. Tu rentres à Guantanamo d'une manière X. Tu vas sortir de Guantanamo, tu ne seras plus jamais la même personne. Puis moi, j'aurais ajouté à ceci, je suis pas sûr que c'est pour le mieux parce que tu vois tellement de cette espèce de... C'est dur pour moi encore d'en parler aujourd'hui, là, mais
toute l'espèce d'injustice, d'oppression qui est quand même défendue par un système qui se dit très, très démocratique et très droits et libertés, qui sont les États-Unis. Ouais. C'est tough après de refaire confiance, pas être cynique. Puis ceux qui trouvent que dans mes chroniques, des fois, j'y vais fort. Vous avez raison. Je vous l'accorde, puis je m'en cache pas du tout. Mais quand tu vois ce genre d'affaires-là, tu sais que même une démocratie comme les États-Unis, surtout dans son cas, peut glisser vers le mal, disons ça comme ça. Puis tu veux pas que ça arrive ici, tu sais, au Canada. Puis ceux qui disent, ben c'est impossible, nous autres, on n'est pas comme ça. Ben, c'est parce que personne pensait que les États-Unis allaient créer une prison sur leur territoire pour traiter des gens sous torture comme ça de manière infinie. Là. Donc, c'est ça. Fait que, bref, ça pour dire que Denis Séné, pour moi, ça a été des rencontres fantastiques. Celle-là, je m'en souviens pratiquement mot pour mot. Puis c'est lui aussi, Annie, qui m'avait dit, tu t'en souviens peut-être, parce que je te l'avais raconté, quand le livre est sorti, c'était le scoop principal. C'est qu'Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État pour Obama à l'époque, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, un peu la ministre des Affaires étrangères, comme on pourrait dire. Ouais. Ben, ce qu'elle avait dit à Annie, elle dit, mais Annie, on veut bien vous le retourner, votre client au Canada, mais votre premier ministre Harper veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mm-hmm. Puis là, quand il m'avait raconté ça, j'avais dit, ben, êtes-vous bien sûr de ça? Parce que moi, je me disais, c'est peut-être mon anglais, j'ai peut-être manqué un mot, là, parce que c'est gros en maudit, là. Parce que Harper disait que c'était les États-Unis, qu'il jugeait aux États-Unis, mais c'était pas ça la vérité. Les États-Unis ont été obligés de l'accuser parce qu'Harper voulait pas qu'il revienne. C'est drôlement pas la même affaire. Ouais. Et là, Aîné m'a regardé, il dit, j'ai-tu l'air de niaiser? En anglais, évidemment. J'ai dit, non, ça va, mais je veux juste être sûr, vous savez que je vais mettre ça dans mon livre et tout. Il dit, tu feras ce que tu veux. Et c'est ça qui est devenu le Globe and Mail s'est emparé de ça en mars quand le livre est sorti comme étant le scoop principal. Puis je vais te raconter l'anecdote rapidement si tu veux. Le journaliste Eric G. Thompson, qui est un excellent journaliste, m'avait dit, regarde, lui il l'a lu au complet le livre. Il dit, je vais te la faire l'histoire, mais je veux juste m'assurer que je vais la faire. Je veux m'assurer que tu sois d'accord, je vais la faire lire à Harper avant d'écrire mon article. Je dis, il n'y a pas de problème. Et là, il y avait cette révélation-là. Fait que Thompson, il me rappelle, il me dit, t'es-tu bien sûr de ça? Parce que c'est gros en maudit, puis ça va être ça mon titre, mon headliner en anglais. J'ai dit, ben je suis sûr de ça. Je suis sûr qu'Annie me dit ça, mais je suis pas sûr que Clinton il a dit ça. J'étais pas là. Tu sais, ça s'appelle du oui-dire, mais Annie me l'a juré. Ouais. Il dit, OK, il a essayé de rejoindre Annie, il n'a jamais été capable. Il a rejoint Hillary Clinton, qui a dit pas de commentaire. Okay. Qui répond pas mal à la question. Ouais. Puis il a envoyé ça à Stephen Harper. Moi, je m'attendais à ce qu'il ne réponde pas. Puis Harper a dit j'ai toujours dit que je m'opposais au retour de Kader. Merci, puis bonsoir. Oh. En d'autres termes, ce gars-là, tu l'as bien présenté. Il a joué un rôle essentiel dans l'histoire, évidemment, parce que s'il n'était pas là, peut-être que Kader serait encore en dedans. Mm-hmm. Il a joué un rôle essentiel dans mon livre qui vise à faire sortir cette histoire-là. Puis au-delà de ça, s'il y avait plus de Denis Séné dans le monde, s'occuper d'un petit cul musulman de 15 ans qui ne connaît pas gratuitement, je te dirais que ça irait pas mal mieux. On élaborera peut-être un petit peu plus demain, parce que là, on va manquer de temps, mais ça tombe comme aujourd'hui, c'est des chiffres qui sortent, c'est sondages légers, où on a évalué la peur économique des gens, mais il y a aussi des trucs qui vont t'interpeller, Fred, notamment. 71 % des gens ont peur qu'il y ait violation des droits de la personne, des droits humains, dans d'autres pays. 71 % des gens au Canada et au Québec. Wow, bravo. Ben là, ça me fait plaisir. Ça. 66 oui. Mais on pourrait commencer par le Canada, là, mais oui, on peut regarder ailleurs aussi. Moi, quand les gens s'intéressent aux droits et libertés, j'ai fait ma job, je suis content. C'est ce que je pensais. Pas que c'est grâce à moi, évidemment. Non, mais on comprend. On va en parler, nous, avec Richard Etu, de la Presse Plus, dans quelques minutes, la situation aux États-Unis pour 2024 et regard sur la dernière année. Mais 66 % des gens au Québec ont peur que Trump gagne les élections. Très bien, bravo. Et... Il en manque 34, ouais. Mais c'est pas... Et ce chiffre-là, il est moins le fun. 65 % des gens ont peur d'une guerre au niveau mondial. Malheureusement, vous avez
tout à fait raison. Puis je finis juste en disant deux petits trucs. Tu parlais de l'économie. C'est qu'à partir d'hier, on était quoi, le 2 janvier? Les PDG, en moyenne, ont gagné plus que les salariés en moyenne. Oui, déjà, leur année est faite. Le 2 janvier. Ça, si vous voulez, des vrais enjeux là, avec les droits et libertés, ça en est. Tu sais, les toilettes mixtes, les drag queens, c'est pas vraiment un enjeu, ça s'appelle un épouvantail. Mais qu'on se fasse fourrer par des PDG comme ça, par une structure capitaliste comme celle-là, ça me semble être pas pire un enjeu important. Et la dernière affaire, on en parle souvent des droits et libertés ensemble, notamment aux États-Unis. Je vous ai parlé du Missouri qui a décidé d'appliquer la peine de mort aux femmes qui allaient se faire avorter. Tu t'en souviens? Ben on oui. en avait parlé. Mais les États s'additionnent d'ailleurs. Hein? Il y en a... Exactement. Il y a la Caroline. Ceux qui veulent suivre ce décompte-là, là, je le fais sur ma page Facebook, là, Bérard, ou sur ma page Twitter, Bérard aussi. Puis là, il y a la Caroline du Sud qui a décidé d'emboîter le pas. Elle aussi, une femme qui se fait avorter pourrait se faire tuer. Il faut que le projet de loi soit adopté, mais c'est un projet de loi qui est déposé. Ce n'est pas un gorlot qui est sorti de la taverne bien chaud en disant que ce serait une bonne idée. Là. Il y a une réflexion autour de ça. Là. Ouais. Il y a une ébauche de projet de loi. Ouais. Puis la dernière affaire, pour ceux qui veulent le freaker encore un petit peu, là, en Ohio, il y a une femme qui a été accusée pendant le temps des fêtes de ceci. Elle a fait une fausse couche. Je ne vais pas rentrer dans le détail graphique, là, mais disons qu'elle était à la toilette, OK? Et elle a fait une fausse couche en toute bonne foi, là, et on vient de l'accuser d'avoir profané un cadavre au criminel. Quel retour en arrière incroyable. On n'aurait pas pensé ça il n'y a pas si longtemps. Hein? Mais tu te rappelleras d'une affaire, mon Sergio. Ça fait, 5 ans qu'on est ensemble? Combien de fois, je te dis, quand tu te mets à violer les droits fondamentaux, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça arrête. Et moi, ça fait encore plus longtemps que ça, je le dis, parce que mon premier livre qui est sorti s'appelle « La fin de l'État de droit », c'est en 2014. Puis je disais, attention, parce que là, les droits fondamentaux, c'est pas une bébelle, là. C'est pas un buffet chinois où tu prends ce que tu veux quand ça fait ton affaire. Et là, on est embarqué dans le paradigme du « ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, on s'en fout ». Puis là, il suffit qu'il y ait une couple de wobos qui débarquent au pouvoir, et puis là, tu te ramasses avec des histoires comme celle-là. Alors, ce qui arrive aux États-Unis, je veux pas être plate, mais ça arrive à plusieurs autres endroits en Europe, et ça pourrait malheureusement très bien arriver ici au Canada si on n'arrête pas de se pogner le popotin. Et tu vas le redire. On sait déjà que tu vas... On le prédit en 2024, tu vas le redire à quelques occasions. Ça c'est malheureusement, je veux pas jouer à celui qui l'avait dit, il avait raison, mais c'est parce que c'était évident, parce que ça a toujours été comme ça. Mais on a toujours des distractions, on regarde ailleurs, on pense à d'autres choses, et là, ça nous saute d'en face, puis on se dit, ah ouais, ben oui, mais c'est parce que c'est ça. Puis tu sais, quand je conteste l'usage de la disposition dérogatoire devant les tribunaux, c'était ça, tu t'en rappelles, je t'en avais parlé souvent, la dérogatoire au Canada, telle qu'elle est actuellement, on va attendre de voir la décision de la Cour d'appel, puis après probablement de la Cour suprême, mais permettrait à un gouvernement, par exemple conservateur, de réinterdire l'avortement en suspendant le droit à la liberté et la sécurité en claquant des doigts, c'est-à-dire en 5 minutes et demie. C'est ça la dérogatoire au moment où on se parle. En 82, la dérogatoire, c'était pas dangereux parce qu'il y avait un respect pour les libertés publiques. Ouais. En 2024, il n'y en a plus de ce respect-là. Ça, c'est un outil, c'est l'arme atomique qu'on mettrait dans les mains de populistes. Moi, franchement, s'il y a quelque chose à faire, à mon avis, c'est notamment par là, puis c'est pour ça que j'essaie de le faire. On verra ce que ça donne. Mais dans l'intervalle, moi, que les gens se disent soucieux de ce qui se passe en matière de liberté publique, franchement, là, mon Sergio, tu viens de me faire ma bonne année. Mais j'y suis pour rien, mais je ne suis que le messager, mais tant mieux. Mais je savais... C'est déjà beaucoup. Je savais que ça t'intéresserait. Et l'année est lancée, les amis. Si vous aviez des doutes, 2024 est lancé avec Bérard. On se retrouve demain matin. Et le son, c'était de ta faute. OK, bye! Oui, salut!